Raison et effet de l'abus du sexe. P.O. Ouspiensky. Parlant des types, j'ai dit un jour, avez-vous remarqué le rôle prodigieux du type dans les relations de l'homme et de la femme? J'ai remarqué, dis-je, qu'au cours de toute sa vie un homme n'entre en contact qu'avec un certain type de femme et qu'une femme n'entre en contact qu'avec un certain type d'homme. Comme si un type de femme était prédéterminé pour tout homme et un type d'homme pour toute femme. C'est vrai, me dis-je, mais sous cette forme, c'est naturellement beaucoup trop génial. En fait, vous n'avez jamais vu aucun type d'homme ni de femme, mais seulement des types d'événements. Ce dont je parle se réfère au type réel, c'est-à-dire à l'essence. Si les gens pouvaient vivre dans leur essence, un type d'homme rencontrerait toujours le type de femme qui lui correspond et il n'y aurait jamais de fausse conjonction de type. Mais les gens vivent dans leur personnalité qui a ses intérêts propres, ses goûts propres. Ceux-ci n'ont rien de commun avec les intérêts et les goûts de l'essence. La personnalité, dans un tel cas, est le résultat du mauvais travail des centres. Pour cette raison, elle peut ne pas aimer ce que l'essence aime, et aimer précisément ce que l'essence n'aime pas. C'est ici que le conflit entre l'essence et la personnalité commence. L'essence sait ce qu'elle veut, mais ne peut l'expliquer. La personnalité ne veut pas la comprendre et ne tient aucun compte de ses désirs. Elle a ses désirs propres. Et elle agit à sa façon. Mais son pouvoir se borne là. D'autre part, essence et personnalité doivent vivre ensemble. Et elles se haïssent. En ce domaine, pas de comédie possible, d'une manière ou d'une autre, c'est l'essence, le type, qui prend finalement la haute main et décide. Et rien ne peut être fait dans un tel cas ni par raison ni par calcul. Ni par amour, parce que, dans le sens réel de ce mot, l'homme mécanique ne peut pas aimer, en lui ça aime ou ça n'aime pas. En même temps, le sexe joue dans le maintien de la mécanicité de la vie un rôle énorme. Tout ce que font les gens est en liaison avec le sexe, la politique, la religion, l'art, le théâtre, la musique, tout est sexe. Croyez-vous que les gens vont à l'église pour prier, ou au théâtre pour voir quelques pièces nouvelles? Non, ce ne sont là que des prétextes. Le principal, au théâtre aussi bien qu'à l'église, c'est que l'on y peut trouver des femmes ou des hommes. Voilà le centre de gravité de toutes les réunions. Qu'est-ce qui amène les gens dans les cafés, les restaurants, les fêtes de toutes sortes? Une seule chose, le sexe. Voilà la principale source d'énergie de toute la mécanicité. Tous les sommeils, toutes les hypnoses en découlent. Essayez de comprendre ce que je veux dire. La mécanicité est particulièrement dangereuse lorsque les gens ne veulent pas la prendre pour ce qu'elle est et tentent de l'expliquer par autre chose. Lorsque le sexe est clairement conscient de lui-même, lorsqu'il ne s'abrite pas derrière des prétextes, il ne s'agit plus de la mécanicité dont je parle. Au contraire, le sexe qui existe par lui-même et ne dépend de rien d'autre est déjà un grand accomplissement. Mais le mal gît dans ce mensonge perpétuel à soi-même. 1. La continence absolue est-elle nécessaire pour la transmutation et, d'une manière générale, l'abstinence sexuelle est-elle utile pour le travail sur soi? Demanda quelqu'un. Votre question en comporte beaucoup d'autres, dis-je. L'abstinence sexuelle est en effet nécessaire à la transmutation, mais dans certains cas seulement, c'est-à-dire pour un certain type d'homme. Pour d'autres types, elle n'est pas du tout nécessaire. Et pour d'autres encore, elle vient d'elle-même dès que s'amorce la transmutation. Je vais vous l'expliquer plus clairement. Pour certains types, une abstinence sexuelle longue et totale est indispensable pour que la transmutation commence. Sans cette longue et totale abstinence, elle ne peut pas commencer. Mais dès que le processus est en bonne voie, l'abstinence cesse d'être nécessaire. En d'autres cas, c'est-à-dire avec d'autres types, la transmutation peut fort bien commencer, au contraire, dans une vie sexuelle normale. Elle peut même se faire plus tôt et se dérouler bien mieux avec une grande dépense extérieure d'énergie sexuelle. Dans le troisième cas, la transmutation au début ne requiert pas l'abstinence, mais, par la suite, elle prend toute l'énergie du sexe et met fin à la vie sexuelle normale ou à la dépense extérieure de l'énergie sexuelle. Passons à l'autre question, l'abstinence sexuelle est-elle utile pour le travail ou non? Elle est utile, s'il y a abstinence dans tous les centres. S'il n'y a abstinence que dans un centre et pleine liberté d'imagination dans les autres, il ne saurait y avoir rien de pire. En outre, l'abstinence peut être utile si l'homme sait comment utiliser l'énergie qu'il épargne de cette façon. S'il ne le sait pas, aucun avantage ne peut être retiré de l'abstinence. Cependant, ce n'est pas de cela que je veux parler, je voudrais vous faire comprendre où gît le plus grand mal et le principal facteur de notre esclavage. Ce n'est pas dans le sexe même, mais dans l'abus du sexe. Mais on ne comprend presque jamais ce que signifie l'abus du sexe. Il ne s'agit pas ici des excès sexuels ou des perversions sexuelles. Ce ne sont là que des formes relativement inoffensives de l'abus du sexe. Non, il est indispensable de très bien connaître la machine humaine pour comprendre ce qu'est l'abus du sexe, au sens vrai de cette expression. Elle désigne le mauvais travail des centres dans leur rapport avec le centre sexuel, en d'autres termes, l'action du sexe s'exerçant à travers les autres centres, et l'action des autres centres s'exerçant à travers le centre sexuel. Ou, pour être encore plus précis, le fonctionnement du centre sexuel à l'aide de l'énergie empruntée aux autres centres et le fonctionnement des autres centres à l'aide de l'énergie empruntée au centre sexuel. Tel est l'abus du sexe. Le sexe, en fait, gouverne tous les autres centres.
La seule chose qui est prise sur lui dans les circonstances ordinaires, c'est-à-dire lorsque l'homme n'a ni conscience ni volonté, c'est ce que nous avons appelé les tampons. Ceux-ci peuvent le réduire littéralement à rien, c'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher ses manifestations normales. Mais ils ne peuvent pas détruire son énergie. L'énergie subsiste et passe aux autres centres, par lesquels elle s'exprime. Autrement dit, les autres centres dérobent au centre sexuel l'énergie qu'il n'emploie pas lui-même. L'énergie du centre sexuel dans le travail des centres intellectuels, émotionnels et moteurs se reconnaît à une saveur particulière, à une certaine ardeur, une véhémence que rien ne nécessite. Le centre intellectuel écrit des livres, mais quand il exploite l'énergie du centre sexuel, il ne s'occupe pas simplement de philosophie, de science ou de politique, il est toujours en train de combattre quelque chose, de se dispute, de critiquer, de créer de nouvelles théories subjectives. Le centre émotionnel prêche le christianisme, l'abstinence, l'ascétisme, la terreur, l'horreur du péché, l'enfer, le tourment des pécheurs, le feu éternel, et tout cela avec l'énergie du sexe. Ou bien il fomente des révolutions, il pille, il brûle, il tue, avec cette même énergie dérobée au sexe. Et, toujours avec cette énergie, le centre moteur se passionne pour le sport, il bat des records, il saute des haies, il escalade des montagnes, il lutte, il combat, etc. Dans tous les cas où les centres intellectuels, émotionnels ou moteurs utilisent l'énergie du sexe, on retrouve cette véhémence caractéristique, en même temps qu'apparaît l'inutilité du travail entrepris. Ni le centre intellectuel, ni le centre émotionnel, ni le centre moteur ne peuvent jamais créer quelque chose d'utile avec l'énergie du centre sexuel. Voilà un exemple de l'abus du sexe. Mais il ne s'agit là que d'un aspect. Un second aspect est représenté par ce fait que lorsque l'énergie du sexe est pillée par les autres centres et gaspillée pour un travail inutile, il ne lui reste rien pour lui-même, et il doit désormais voler l'énergie des autres centres, qui est de qualité bien inférieure à la sienne et beaucoup plus grossière. Cependant le centre sexuel est très important pour l'activité générale, et particulièrement pour la croissance intérieure, parce qu'il peut bénéficier d'une très fine nourriture d'impression, qu'aucun des autres centres ordinaires ne peut recevoir. Cette fine nourriture d'impression est très importante. Mais lorsque le centre sexuel travaille avec une énergie qui n'est pas la sienne, ces impressions deviennent bien plus grossières, et il cesse de tenir dans l'organisme le rôle qu'il pourrait jouer. En même temps, son union avec le centre intellectuel et l'utilisation de son énergie par le centre intellectuel provoquent un excès d'imagination ordre sexuel, et par surcroît une tendance à se satisfaire de cette imagination. Son union avec le centre émotionnel crée la sentimentalité ou, au contraire, la jalousie, la cruauté. Voilà encore quelques aspects de l'abus du sexe. Que doit-on faire pour lutter contre l'abus du sexe ? Demanda quelqu'un. J'ai se mis à rire. J'attendais cette question, dit-il. Mais vous devriez avoir compris qu'il est tout aussi impossible d'expliquer à un homme, qui n'a pas encore commencé à travailler sur lui-même et ne connaît pas la structure de la machine humaine, la signification de l'abus du sexe, que de lui expliquer comment l'éviter. Le travail sur soi, correctement conduit, commence par la création d'un centre de gravité permanent. Lorsqu'un centre de gravité permanent a été créé, tout le reste, en se subordonnant à lui, s'organise peu à peu. Le rôle du centre sexuel dans la création d'un équilibre général et d'un centre de gravité permanent peut être très grand. De par son énergie, c'est-à-dire s'il emploie son énergie propre, le centre sexuel se situe au niveau du centre émotionnel supérieur. Et tous les autres centres lui sont subordonnés. Par conséquent, ce serait une grande chose s'il travaillait avec sa propre énergie. Cela seul suffirait à indiquer un degré d'être relativement élevé. Et, dans ce cas, c'est-à-dire si le centre sexuel travaillait avec sa propre énergie et à sa propre place, tous les autres centres pourraient travailler correctement, à leur place et avec leur énergie propre. P. D. Ouspiensky, fragment d'un enseignement inconnu, Paris, Stock, 1950.